je pense que je vais lui laisser la parole. Et cette partie, je pense que ça va se dérouler en deux. Donc, on aura une petite partie pour les petites rappels et autres. Et la deuxième partie sera consacrée à un cas pratique. Donc, rapidement, je laisse la parole à notre frère Zoukou. Alors, Zoukou, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Je Là, nous allons présenter en fait les bonnes pratiques en régression linéaire, puisque nous constatons que la régression linéaire, c'est le modèle standard et le modèle classique utilisé en statistique. Et généralement, c'est un des modèles que plusieurs personnes ont déjà rencontré dans les études. Mais on constate que lors de la mise en application, il y a beaucoup de dérives et il y a un groupe de statisticiens qui, je pense, qui ne vérifient pas en fait les hypothèses de base ou qui ignorent qu'il faut les vérifier ou qui ne savent pas comment les vérifier. Donc, ça dépend en fait de l'objectif. Là, nous allons présenter rapidement le modèle linéaire, de régression linéaire, pour ceux qui n'ont jamais entendu, puisque peut-être il y a d'autres qui n'ont jamais entendu, et essayer de montrer un peu les hypothèses de base et quelques équations mathématiques. Et cette présentation va être structurée en 6 parties. Nous allons présenter un contexte. Après, nous allons parler de ce qu'on appelle la spécification du modèle ou en biostatistique, l'écriture du modèle. Ensuite, nous allons évoquer des méthodes d'estimation des paramètres de notre modèle. Il y a plusieurs méthodes. Ensuite, nous allons tester l'adéquation du modèle. C'est la partie la plus importante et c'est l'objet de notre présentation. Ensuite, nous allons faire un cas pratique et enfin, nous terminerons par une conclusion. Nous savons que la régression linéaire est l'une des méthodes les plus utilisées en sciences sociales, en biologie, en économie, en ingénierie et aussi, disons que dans la recherche clinique où nous utilisons rarement. Et l'objectif de la régression, bon, d'abord que la régression linéaire, comme toute régression, c'est d'étudier en fait une relation entre la variable dépendante et des variables à expliquer. Dans notre cas, puisque nous parlons d'une régression linéaire, la variable à expliquer, c'est-à-dire y doit être une variable quantitative et les variables explicatives peuvent être quantitatives ou qualitatives. Il n'y a pas de restriction sur les variables explicatives. L'objectif d'une régression linéaire est tout d'abord d'expliquer la variation de la variable y en fonction des valeurs prises par les variables explicatives. Ensuite, nous allons identifier les facteurs significatifs. Souvent, on regarde, lorsque nous regardons les sorties R, on regarde les coefficients, nous avons des étoiles pour ceux qui n'utilisent pas R, puisqu'il y a d'autres qui n'utilisent jamais R. Ensuite, nous allons évaluer l'impact des variables explicatives sur la variable dépendante. Je vous présente un exemple où si l'on s'intéresse, par exemple, à la variable poids de naissance, qui est une variable quantitative des bébés, et on cherche à expliquer la variation du poids de naissance en fonction des caractéristiques de la mère et de ses antécédents et aussi de l'environnement pendant la grossesse. Puisque la variable dépendante ici, on cherche à expliquer le poids de naissance, qui est une variable quantitative, nous allons utiliser une régression linéaire. Donc, ce que vous devez retenir d'abord, c'est que la régression linéaire, il y a ce qu'on appelle régression linéaire simple et régression linéaire multiple. Elle s'utilise lorsque notre variable dépendante est quantitative. Nous allons spécifier le modèle et généralement dans les documents comme dans les articles, l'écriture de la régression linéaire est genre comme une équation. Lorsque nous voyons généralement au lycée une équation où nous avons des coefficients que nous allons estimer, ce sont ces coefficients que nous allons estimer à partir des données. Donc là, dans une base de données, nous allons collecter les variables sur notre Y. Dans l'exemple précédent, c'était le poids de naissance du bébé. Et ensuite, nous allons collecter des variables aussi, les variables à expliquer que nous notons X1 à XP. Et il y a des erreurs. Les erreurs, c'est tout ce que nous ne pouvons pas mesurer. Et puisque dans les enquêtes, comme je le dis souvent, on ne peut pas collecter toutes les variables. Et là, nous allons dire, pour les variables que nous n'avons pas l'information, nous allons supposer que ces variables se trouvent dans notre epsilon. Et à partir des données collectées, nous allons estimer les coefficients avec des méthodes classiques.
Et il est important de noter que cette équation a deux composantes. Il y a ce qu'on appelle une composante déterministe, c'est-à-dire bêta 0 plus bêta 1 is 1 plus bêta 2 is 2 plus jusqu'à bêta p is p lorsqu'on a p variable. Ça, on dit que c'est une composante déterministe puisque généralement, on dit que la variable is est fixe, c'est une variable qui est déterministe et on a une composante aléatoire qui est l'erreur. Mais sachez qu'il y a des modèles de régression linéaire où les variables explicatives sont aléatoires. Ça existe. Retenez que c'est les... Oui, Edmond? Oui, je ne vois plus les slides à mon niveau. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Également, je ne vois Ah oui, je vois également. je ne vois rien. Ok, attendez, je reprends. Je ne sais pas pourquoi. Un autre compte a quitté la réunion. C'est trop méchant. Je règle ça rapidement. D'accord. C'est bon maintenant? Ouais, Non, non, à mon niveau, c'est pas bon. Ok. Là, c'est Oui, c'est bon. bon. C'est bon. Oui, c'est bon maintenant. C'est bon, ok. Je disais que l'équation de la régression linéaire s'écrit comme suit. On a une composante déterministe qui correspond au bêta 0 plus bêta 1 is 1 plus bêta 2 is 2 jusqu'à bêta p is p si on a p variable et on a une composante aléatoire. Et sachez qu'il existe dans la littérature des modèles où on peut en fait modéliser une régression linéaire avec des variables explicatives aléatoires. Là, ça ne fait pas partie de notre présentation. Donc, dans notre présentation, on considère que les variables à expliquer sont déterministes et on a un effet aléatoire. Et lorsque vous, avant même puisque si vous connaissez déjà la nature de votre variable à expliquer et vous, dans la théorie, dans votre rapport, la partie méthodologique que vous voulez écrire, vous pensez que vous allez faire une régression linéaire, vous allez poser d'abord le contexte sur quelles sont les variables, la variable à expliquer et les variables explicatives, le nombre d'individus dans votre base de données. Et ensuite, lorsque vous posez ça, il est important aussi de spécifier les modèles. Sachez qu'en statistique, quel que soit le modèle que vous utilisez, il y a les hypothèses. Et c'est les hypothèses qui vous permettent en fait de vérifier en fait la robustesse des résultats. Et dans le cas de notre régression linéaire, nous allons présenter les hypothèses. Tout d'abord, une des hypothèses que les gens ne font pas vraiment attention, c'est l'hypothèse de normalité de la variable Y, sachant les variables explicatives. En fait, lorsque vous utilisez un modèle de régression linéaire, vous supposez que la variable Y, qui est une variable quantitative, est sur une distribution gaussienne. Généralement, en pratique, plusieurs personnes ne vérifient pas cette hypothèse, mais souvent, il arrive que lorsque on vérifie, on trouve que la variable Y ne suit pas une distribution normale. Et dans ce cas, l'une des solutions, c'est de procéder à une transformation. Vous pouvez utiliser le log du Y ou l'inverse du Y, ou aussi vous pouvez utiliser la racine carrée de Y. Il faut forcément faire une transformation pour avoir une distribution normale de la variable Y. Sinon, vous allez avoir en fait des résultats qui ne sont pas fiables. Ensuite, il y a l'hypothèse de linéarité. Lorsqu'on parle de l'hypothèse de linéarité, je précise que au début, lorsque moi j'ai entamé la régression linéaire, je me posais la question, on nous parle d'hypothèse de linéarité, mais pourquoi souvent dans d'autres modèles, je vois, on me dit bêta 1, bêta 0 plus bêta 1 is 1 plus bêta 2 is 1 au carré. Bon, je ne comprenais pas. Après, j'ai compris que l'hypothèse de linéarité se trouve dans les coefficients et non sur les variables. Donc, ne soyez pas étonnés que vous voyez en fait
bêta 0 plus bêta 1 is 1 plus bêta 2 is 2 au carré. En fait, is 2 au carré, c'est pas en fait, la linéarité se trouve dans le coefficient. Je ne sais pas si on se comprend là, s'il y a des gens qui ont des questions qui n'ont pas bien compris, je peux répéter. La linéarité se trouve dans le coefficient. Et il y a aussi l'hypothèse d'homocédaticité, c'est-à-dire que la variance est constante. Il y a aussi l'indépendance aussi. Les YI doivent être indépendants, sachant les XI qu'on ne vérifie pas. Et voici l'une des hypothèses vraiment qu'on ne vérifie pas, l'absence de collinéarité. Puisque là, on dit les variables explicatives ne doivent pas être collinaires entre elles. Si vous avez une collinéarité entre les variables explicatives, vous verrez bien lorsque, pour ceux qui ont fait la régression linéaire, lorsque vous avez la formule de votre estimateur, vous ne pourrez pas en fait inverser la matrice is primo is. Ensuite, il y a, ça c'est les hypothèses sur la partie déterministe. Il y a les hypothèses aussi sur la partie aléatoire où on suppose que les epsilon i sur une distribution normale de moyenne nulle et de variance sigma carré. Et aussi les epsilon i sont des variables aléatoires indépendantes. Et là, ce sont des hypothèses que lorsque vous avez lancé une régression linéaire, il y a des hypothèses que nous pouvons vérifier avant même de lancer la fonction de notre modèle, LM plus la variable, comme l'hypothèse de normalité, elle, on peut la vérifier. L'hypothèse de linéarité aussi, on peut la vérifier. Mais généralement, les hypothèses sur les résidus, c'est lorsque vous avez fini d'estimer les coefficients. Donc, il est important de vérifier ces hypothèses. Nikima? Oui. Et je pense qu'il y a une main levée. Peut-être c'est Edmond, je Oui, crois. c'est moi. Oui, Edmond. Oui, bah, du coup, j'allais demander un exemple de non-linéarité pour faire le parallèle avec ce que tu viens de dire. Parce que tu disais, par exemple, avec x carré, c'est toujours linéaire, quoi. Oui, x carré, en fait, c'est toujours linéaire puisque la linéarité se trouve dans les constantes. Oui, Et dans le coefficient, imaginons que vous avez yi égale à bêta 0 plus 1 sur bêta 1 is 1. Ok, Donc, ça, ce n'est pas en fait un modèle de régression linéaire. Vous ok, n'avez pas la super. linéarité dans les paramètres. D'accord, ça répond à ma question. D'accord. Merci. Je n'ai pas très bien compris l'exemple. Ok, je reprends. Je dis que la linéarité se trouve dans les paramètres. Là, le modèle de régression linéaire que moi j'ai, c'est, je reviens un peu en arrière, c'est bêta 0 plus bêta. Je vais prendre un modèle de régression linéaire simple. Je vais m'arrêter. Bêta 0 plus bêta 1 is 1. Ça, c'est linéaire, puisque la linéarité se trouve dans le coefficient. Lorsque tu vas dériver, en fait, tes constantes là, quand tu veux calculer ton bêta 0, tu vas, en fait, ton bêta 1, tu vas dériver. Si tu dérives par rapport à bêta 1, plus simplement, tu vas voir que bêta 1, ça va donner 1. On est d'accord? Oui. Maintenant, supposons que tu prends un modèle de régression linéaire où tu as bêta 0 plus 1 divisé par bêta 1 is 1. Multiplié par is 1. Tu vois que le fait que tu as 1 divisé par bêta 1 is 1, tu n'as pas en fait un modèle, le modèle n'est pas linéaire ici. Puisque en fait, ton coefficient, c'est 1 sur bêta 1. Ce n'est pas un coefficient qui est linéaire. OK. Donc, je continue. Là, c'est plus lorsque vous avez posé vous avez spécifié votre modèle. Ça, c'est dans la partie méthode de votre rapport. Vous avez posé tout, vous savez ce que vous allez faire. Maintenant, il y a en fait la méthode d'estimation. Il y a plusieurs méthodes d'estimation. Et je pense que prochainement, je vais faire en fait une présentation sur la méthode du maximum de vraisemblance. Généralement, c'est un peu plus complexe de la méthode du maximum de vraisemblance. Là, je vous présente 3 méthodes. On a la méthode des moments, on a la méthode du maximum de vraisemblance et on a la méthode des moyennes carrés. On nous dit que la méthode des moyennes carrés produit des estimateurs sans biais et que ces estimateurs sont bleus, c'est-à-dire lorsque tu estimes avec ces 3 méthodes, tu vas avoir
tes coefficients et les variances. Mais lorsque tu prends tous ces méthodes et que tu estimes parmi tous les estimateurs sans biais, en fait, la méthode MCO vous donne l'estimateur sans biais qui a la plus petite variance, en fait. C'est pour cela qu'on dit qu'elle est bleue. En fait, si vous vous rappelez, dans l'introduction, j'ai parlé qu'on essaie d'estimer la variabilité, en fait, de Y. Sachez que, en fait, on veut étudier la variabilité. C'est très important puisqu'on veut être précis au niveau de la variabilité. Donc, si vous prenez peut-être une des méthodes, on peut avoir des méthodes qui produisent des estimateurs biaisés et on va avoir une variance qui est faible. Généralement, en fonction des études, il y a des études qui préfèrent des coefficients. Ils savent que ces coefficients sont biaisés, mais s'ils gagnent plus en variance, s'ils ont une variance qui est minimale, ils préfèrent prendre en fait ces résultats. Donc, là aussi, la méthode d'estimation, ça dépend de l'objectif de l'étude. Mais généralement, en régression linéaire, on n'a pas de souci. Vous pouvez utiliser la méthode du maximum de vraisemblance comme la méthode des moyennes carrées. Et la plus intéressante, la méthode des moyennes carrées nous permet, puisque les estimateurs que vous voyez dépendent en fait des données. Donc, nos estimateurs, c'est une variable. Les estimateurs sont des variables ici, en fait. Et puisque ces estimateurs sont des variables, nous allons, en fait, c'est une variable aléatoire que nous avons, en fait, une distribution de ces estimateurs. Et lorsque vous utilisez par MCO, vous allez dire que les estimateurs, en fait, suivent une loi normale. La normalité réside sur l'hypothèse que vous avez faite depuis le début, puisque là, je vous ai bien dit, et j'ai essayé de mettre un exemple sur, j'ai dit l'estimation du paramètre bêta 0, bêta 1 est donnée par ça. Et ça vous permet tout simplement de comprendre. On peut juste essayer de développer un peu la formule pour comprendre pourquoi je vous dis que l'estimateur suit une loi normale. La normalité se trouve au niveau de la variable Y, puisqu'on a une distribution qui est normale au niveau de la variable Y. Et aussi, si vous vous rappelez des hypothèses, nous avons fait l'hypothèse que les epsilon aussi sur une distribution normale. Donc, en fait, les Y, ça va sur une distribution normale, même si on sait qu'ils sont normales, mais le fait qu'on a notre epsilon qui est aléatoire. Et là, lorsque vous choisissez votre méthode d'estimation, vous allez estimer, vous allez produire les résultats. Et là, le challenge, c'est de comprendre est-ce que mes résultats que j'ai, c'est des résultats qui sont fiables, c'est des résultats que je peux présenter devant un comité. Est-ce que je peux me défendre? Et là, pour se défendre, c'est de vérifier en fait les hypothèses de base. Et pour vérifier les hypothèses de base, déjà, la variable Y, on avait fait l'hypothèse que ça doit sur une distribution normale. Vous pouvez tracer l'histogramme de la variable Y. Essayez de voir si vous avez une courbe en cloche. Bon, on n'a pas, je trouve que ça c'est un raisonnement subjectif puisqu'on n'a pas les mêmes manières de dire ça sur une distribution normale. Pour ceux qui sont plus tests, vous pouvez faire un test de Shapiro qui va vous permettre de voir si c'est une distribution normale. Ensuite, pour l'hypothèse de linéarité, vous pouvez essayer d'étudier, en fait, voir le nuage de points entre la variable dépendante et chaque variable explicative. Essayez de voir si vous avez une tendance. Essayez de voir si c'est vraiment linéaire. Genre, voir si les points sont vraiment concentrés autour d'une droite. Ça vous permet de vérifier. Donc, vous n'avez pas besoin de lancer le modèle avant de vérifier les deux hypothèses. Et ensuite, lorsque vous avez lancé le modèle, nous allons vérifier maintenant les hypothèses que nous pouvons, ce qu'on appelle l'analyse des résidus. On va essayer de voir est-ce que les résidus sur une distribution normale de moyenne nulle et de variance sigma, ça, vous pouvez vérifier toujours la distribution des résidus avec le test de Shapiro, ça va être aussi l'histogramme toujours. Ensuite, vous allez vérifier l'hypothèse d'homoscédasticité. Ça, vous pouvez faire, si vous voulez, des graphiques, vous allez voir, comme je l'ai dit, si vous avez une distribution qui ressemble un peu à l'entonnoir, vous verrez qu'on indique un écart vers l'hypothèse d'homoscédasticité. Ça, c'est un peu compliqué lorsque vous faites les distributions, vous avez assez d'échantillons. Moi, je préfère plus que test. Vous pouvez faire le test sur des brèches par grain pour pouvoir vérifier, c'est plus simple. Ensuite, vous pouvez maintenant tracer les résidus en fonction des variables explicatives. Ça, moi, je l'utilise vraiment puisque ça me permet aussi de vérifier s'il y a
On peut voir aussi s'il y a un problème d'hétéroscédacité, ou aussi ça me permet aussi de détecter s'il y a différents problèmes. Aussi, plus important, c'est généralement, on ne vérifie pas l'hypothèse d'indépendance. On peut le vérifier avec le test de Durbin-Watson. Et aussi, généralement, dans les régressions linéaires, il faut vérifier si vous avez des outliers. Ça, je vais vous montrer dans la présentation comment vérifier ça. Oui, Lucien? Moi, Ouais. Oui, est-ce Oui, que, ok. et je pense qu'il y a un bras, oui, oui. il y a Il peut- quelqu'un qui veut poser la question. Oui, oui, C'est pas pose la lui. question, Lucien. Et par rapport à ce que tu viens de dire Oui. concernant les hypothèses de normalité, Oui, après en fait la création du modèle. oui. Puisque moi je me dis que tu as d'abord dit qu'il fallait forcément transformer les données là. Il fallait que les données d'abord vérifient d'abord, les données soient normales d'abord avant de Le faire la Y, régression. le Y, la variable a expliqué son normal, oui. Mhm. Parce que par exemple, moi, si moi je veux faire une régression, un modèle de régression, Mhm. ça fait partie des étapes que, bon, je peux dire que non, moi j'utilise, c'est qu'il Oui. faut forcément normaliser en fait les données. Si les données ne sont pas normales, ça peut biaiser mes résultats à la fin. Donc du coup, je sais pas, le fait de revenir, prendre et Mhm. vérifier encore la normalité, est-ce que c'est pratique? Puisque je l'ai déjà fait, j'ai normalisé mes données avant de commencer à créer mon modèle. Non, bon, généralement, quand les gens disent normaliser, je pense que les gens confondent normaliser et puis standardiser les données. Quand tu dis normaliser, tu fais quoi? La variable moyenne, la moyenne divisée par la variance, c'est ça? C'est ça, c'est la standardisation, c'est ça. En fait, quand tu fais ça, en fait, toi, tu n'as pas en fait corrigé l'hypothèse de normalité. C'est juste que, imaginons que tu as trois variables. La première variable, c'est en kilogrammes. La deuxième variable, c'est en mètres. Et la troisième variable, c'est en mètres cubes. Tu veux en fait supprimer les unités. Tu veux t'enfranchir en fait de la variabilité. Tu n'as pas touché, tu n'as pas fait l'hypothèse, tu n'as pas touché l'hypothèse de normalité. Ça n'a rien à voir avec ça. Ah bon? Oui, non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Et là, En fait, merci, là même, tu viens de me rappeler quelque chose que je n'ai pas précisé. Lorsque la variable Y ne suit pas une distribution normale et que tu fais une transformation, pour tes analyses, tu travailles uniquement sur la variable transformée. Tu ne peux pas revenir sur ta variable Y. Imagine que ton Y ne suit pas une distribution normale. Lorsque tu fais Z égale à log de Y, ça suit Z sur une distribution normale. Dans tes analyses, tu travailles avec le Z maintenant, tu ne travailles pas avec le Y. Ok. Ouais, tu viens de me rappeler, je n'avais pas précisé ça. Merci beaucoup pour ton intervention. Donc, c'est de faire attention. En fait, quand tu fais une standardisation, tu t'affranchis des unités. Merci. Okay. Je ne sais pas si... Oui, Kafando Moussa, mon maître. pour revenir à ce que tu as dit, je voulais ajouter quelque chose en fait. Moi, je n'ai pas suivi tout puisque je suis venu un peu en retard. En fait, la standardisation, c'est lorsque les données n'ont pas les mêmes échelles. En fait, Oui. lorsque les variables ils n'ont pas les mêmes échelles. On essaye de standardiser pour avoir les mêmes échelles avant de passer aux analyses de données. Oui. C'est bon maintenant? Et là, c'est différent de la validation des différentes hypothèses. Exact. C'est complètement différent en fait. C'est bon si... Donc, Ok, c'est bon, merci. ok, donc je vais récapituler, puisqu'il y a d'autres qui ne sont pas vraiment SAT. Retenez que si vous voulez faire une régression linéaire, votre variable Y doit être quantitative et vérifier que ça suit une distribution normale. Ça, vous retenez, puisqu'il y a d'autres qui ne sont pas SAT. Et ensuite, lorsque vous faites une régression linéaire, il y a des hypothèses. Il y a l'hypothèse de normalité sur les variables Y, il y a l'hypothèse de linéarité, et il y a l'hypothèse sur l'homocédacité, et il y a l'hypothèse de multicolonialité. Vous retenez que ça suffit déjà. Je pense que le plus important, c'est de savoir, lorsque la variable Y est quantitative, on peut faire une régression linéaire. Pour ceux qui ne sont pas ça c'est très important. Puisque, généralement, d'autres demandent quand on fait une régression linéaire. En fait, c'est un peu compliqué. Sachez que en fonction de la nature de ta variable à expliquer, il y a un modèle spécifique. Donc, faites beaucoup attention. Souvent,
je discute beaucoup avec Afando Moussa, il y a des étudiants qui utilisent pour une variable donnée qui veulent utiliser sur en fait des modèles, je peux dire des modèles d'analyse de suivi, et puis qui veulent utiliser le même modèle sur peut-être des modèles de régression logistique. C'est pas pareil en fait. Comprenez bien les hypothèses du modèle avant d'appliquer en fait le modèle, puisque si vous ne comprenez pas bien les hypothèses et les données, vous appliquez un modèle, vous risquez de vous faire fusiller devant un comité. Là, nous allons passer à la phase pratique. Ekima, tu as une question, je crois, de Daniel. Oui, il peut poser sa question. Oui. Et Daniel, vas-y. Bonsoir, merci pour